Salut à tous, comment ils vont? Ça fait longtemps, Facecam. Bon, alors désolé pour le décor romain molinesque, c'est pas voulu, je tourne en vitesse parce que il est actuellement 16h20, nous sommes le 20 mars, et ce matin, l'Indonésie a pris une belle rouste 5-1 par l'Australie, et je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo parce que on va dire que cette vidéo, elle était un peu prévue à la fois et pas prévue, dans le sens où j'avais prévu il y a quelques temps de faire une vidéo sur l'Indonésie et sur la mauvaise direction que prend le projet. Et finalement, je l'avais pas fait, ou du moins je l'avais gardé de côté. Et bah là, un bon moment pour en parler quand même, hein. J'ai ni notes ni quoi que ce soit. Donc je vais y aller en roue libre, il y aura sûrement des hésitations, enfin voilà, mais une vraie vidéo en roue libre à chaud sur mon ressenti sur l'évolution du football indonésien et surtout de l'équipe nationale. Pour le coup, le championnat c'est encore autre chose, hein, c'est très à part. Donc bah voilà, globalement, on va déjà poser quand même un petit peu les bases, hein. L'Indonésie, c'est un pays qui a eu son heure de gloire fin 90 surtout, l'époque avec Irianto, etc. Tous ces grands joueurs. Ça a commencé à baisser en termes de niveau dans les années 2000, 2010. C'est une période très compliquée, des années très compliquées pour la sélection avec divers problèmes, des suspensions pour ingérence par la FIFA, parce qu'on a quand même une période où la fédération et la ligue ne contrôlaient pas le championnat. Effectivement, on peut appeler ça de l'ingérence. Et ça a conduit petit à petit du coup à enfoncer totalement l'Indonésie, qui même à l'échelle de l'ASEAN, donc l'Indonésie elle était passée dans l'ASEAN derrière d'autres nations, alors forcément derrière la Malaisie, mais aussi derrière Singapour, derrière les Philippines, derrière le Vietnam qui commençait à monter. Tout globalement, c'était une nation qui était au niveau d'un Cambodge presque, ce qui est quand même très compliqué pour un pays de presque 300 millions d'habitants aussi fans de foot. Mais bon, et puis il y a eu l'arrivée de plusieurs personnes. À partir de 2018, notamment, beaucoup de travail en interne pour nettoyer, qui était une fédération quand même une des plus corrompues d'Asie, la PSSI. Maintenant, ça va un peu mieux. Il y a eu l'arrivée aussi d'un important qui est Eric Thohir, qui est l'actuel dirigeant de la PSSI et qui a fait beaucoup de travail de son côté. Alors, pour le coup, j'ai beaucoup de mauvaises choses à dire d'Eric Thohir, mais j'ai quand même aussi des bonnes choses à en dire. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour assainir le football indonésien. Bon, après, ça reste quand même la mafia, mais disons qu'avant, c'était la mafia des autres, maintenant c'est la mafia à lui. C'est un peu comme si Al Capone prenait le contrôle de la mafia napolitaine pour la purifier. C'est-à-dire que tu sens que c'est quand même pas la joie encore, mais bref. Globalement, on a quand même maintenant des bases plutôt saines pour développer le football indonésien, qui a énormément de retard, hein. Ça reste un championnat quand même très faible quand on compare au championnat thaïlandais, par exemple, qui est le championnat qui domine la zone. À l'heure actuelle, la Liga 1 indonésienne, c'est à peine mieux que de la Singapore Premier League. Et là, c'est un constat qui est quand même assez triste, c'est que c'est encore loin de la malaisienne. C'est à peu près aussi au même niveau que le nouveau championnat philippin. Mais bon, c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a encore jusqu'à très récemment, en Indonésie, tu n'avais quasiment pas d'académie U12. C'est-à-dire que la plupart des joueurs indonésiens commençaient le football à 12, 13, 14 ans. Ce qui est pas bon, quoi. Le football, ça se commence bien plus tôt. Du moins, pour la plupart des joueurs qui veulent espérer avoir une carrière satisfaisante, la plupart ont commencé bien plus tôt. Bref, donc vraiment, il y avait énormément de boulot sur ce travail-là, aussi la corruption des arbitres, enfin voilà. J'en ai déjà parlé dans des articles, je crois, je mettrai tout ça en dessous globalement, voilà. On arrive à 2021-2022. La sélection, il y a un petit truc. Il y a l'arrivée d'un homme qui s'appelle Shin Tae-yong, qui était à l'époque, juste avant, entraîneur de la Corée du Sud. Ça s'était pas très bien passé. C'est quand même, à la base, il était entraîneur de Seongnam, c'est le club où il a fait toute sa carrière. Et voilà, un entraîneur qui a montré des choses intéressantes, mais qui n'avait pas de réelle base qui aurait pu l'amener plus haut que l'Indonésie. En Indonésie, il a eu sa chance, et bah ça a porté ses fruits. Mais malgré tout, il y avait encore ce problème de jouer qu'avec des joueurs locaux, surtout que beaucoup de joueurs indonésiens très prometteurs n'ont pas la suite de carrière escomptée. À l'époque, il y avait très prometteur Siarian Abimanyu et Guy Maulana Vikri. Les deux, pour l'instant, leur suite de carrière est très compliquée, surtout pour Abimanyu, qui était pourtant un excellent joueur, franchement, mais bon.
Et donc, on arrive à cette situation-là, c'est que les joueurs ne sont pas assez bons pour espérer beaucoup. Donc, il y a une idée qui vient, qui se base sur ce que fait les Philippines, mais avec l'idée de le faire en mieux, c'est naturaliser les binationaux. Il faut savoir que l'Indonésie, avant, c'était les zones néerlandaises. Donc, ça a appartenu aux Néerlandais. Et beaucoup de Néerlandais actuels ont, entre guillemets, des gènes indonésiens. L'idée, ça a été de chercher des joueurs néerlandais qui pourraient jouer, du coup, qui auraient des origines indonésiennes pour jouer pour la team Garuda. Il y en a eu quelques-uns au début, on a trouvé. Donc on a eu notamment à l'époque la première vague en 2022 avec Ivar Jenner, euh, il y avait Justin Hubner, et il y en avait sûrement d'autres, etc. Il y a aussi Jordi Amat, mais lui d'origine espagnole, c'est pas pareil encore. Et voilà. Il y a cette première vague et tout qui arrive en sélection, des joueurs très très motivés. Un Justin Hubner, c'était vraiment un vrai vent de fraîcheur dans cette sélection. Ensuite, il y a une deuxième vague aussi très intéressante, avec notamment Nathan Tioaon. Qui sait qu'on avait d'autres? Il y a eu Shane Patinama au latéral gauche. Il y a eu d'autres petits joueurs, voilà, sympathiques. Jay Itzes aussi, qui en ce moment est en train d'exploser avec Venise. Donc quelques petits joueurs en plus qui ciblaient les postes clés. J'ai oublié aussi Raphaël Struik, très important, qui ciblait les postes clés et les problèmes de la formation indonésienne, c'est-à-dire la défense et l'attaque. T'as des super bons ailiers, des super bons milieux en Indonésie, des gardiens très très corrects, on reviendra après sur ça, mais t'as un gros problème de défenseurs et de buteurs. L'Indonésie, c'était une équipe qui sous-performait énormément dans les deux surfaces. Donc voilà, tu commences. Troisième vague. Cette troisième vague, elle est très intéressante parce que par rapport aux deux autres, tu n'amènes pas des jeunes de centre de formation, tu amènes des joueurs plus confirmés. Tu amènes notamment Calvin Verdonk, qui est un ancien joueur très prometteur, qui n'a pas eu la suite de carrière escomptée, mais qui était quand même un beau coup. À l'époque, quand j'avais fait ça, je me dis, franchement, c'est un beau coup, c'est très intéressant. Tu aimes aussi Ragnar Oratmanrun, je suis très mauvais pour prononcer le néerlandais, mais globalement, c'est un joueur qui t'apportait beaucoup de qualités offensives que tu n'avais pas forcément, d'ailleurs qui a fait des très très beaux matchs avec l'Indonésie, il faut le souligner. T'arrives à ce point, tu te dis, franchement, c'est du très très bon travail, parce que t'avais à peu près 8-10 joueurs naturalisés, tous néerlandais, quasiment, à part Jordi Amet. Et ensuite, le reste, c'était des joueurs du championnat local, des très très bons joueurs. Notamment, je pense à Rizky Rido, je pense au cas, j'avais le jeune Hernando Hari. Euh, Tu avais Dimas Drajad en attaque, etc. Beaucoup de jeunes prometteurs en attaque. Et puis là, on arrive fin 2023, début 2024, et là, c'est parti. Ça ne s'arrête plus. Il faut à tout prix maintenant trouver des joueurs néerlandais d'origine indonésienne pour les faire jouer. Et c'est là que commence à arriver Missile Gers. On a eu Eliano Reinders, le frère de Tijani qui est au Milan AC. Euh, voilà, plein de joueurs comme ça. J'en oublie plein, je vous j'ai pas tout qui me vient en tête. Et tu continues. Et là encore récemment, il y a eu qui c'est qu'il y a eu? On a eu Kevin Dix de Copenhagen. On a eu le buteur aujourd'hui contre l'Australie. Attendez, c'est qui déjà? Voilà, donc on a eu Ole Terhar Romeni. Je connaissais pas. Moi, le seul Romeni que je connais, il était à la tête de l'Iran. Enfin voilà. On a Dean Ruben James. Voilà. Et finalement, on se retrouve avec plein de joueurs niveau deuxième division néerlandaise. Certains sont pas très concernés par le projet. Et au final, ce que tu as construit au début, moi je pense à un joueur comme Justin Hubner par exemple, ou alors Ivar Jenner, tous ces joueurs-là, ils ne jouent plus. Ivar Jenner, il est rentré aujourd'hui vite fait. Hubner, je crois qu'il n'a pas été convoqué. Et donc déjà, tu as ce problème-là. Et puis surtout, aujourd'hui, vous savez combien il y a de joueurs indonésiens nés en Indonésie dans le 11? Ben, il y en a un. Un seul. C'était Marcelino Ferdinand. Et sur le banc, on a deux trois, notamment Rizky Rido, qui est encore une fois, voilà, qui aurait pu faire beaucoup de bien aujourd'hui, parce que Kevin Dix a fait un match absolument exécrable, de même pour Missile Gers. Et pourtant, non, ils ne jouent pas. Les joueurs indonésiens du championnat indonésien, c'est fini, on n'en veut plus. Même aux Philippines. Même aux Philippines, il y avait des joueurs locaux. T'avais Kenshiro Daniels, t'avais des joueurs comme ça. Et là, non, en Indonésie, c'est fini, on n'en veut plus.
Alors, d'un côté, certes, les joueurs locaux, ils n'ont pas le niveau de grandes prétentions internationales. Ça, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, est-ce qu'on peut vraiment, en tant qu'Indonésien, s'identifier à une équipe qui parle néerlandais et qui ne parle pas indonésien ou voilà, ni javanais, ni même ni aucune langue là. Voilà, déjà j'ai du mal à comprendre. En plus de ça, ça pose aussi quand même un problème d'équité, même au sein de l'Asie, dans le sens où l'Indonésie, Eric Thohir, il est très proche du gouvernement, il est très proche des politiques en Indonésie, parce que le football indonésien est énormément lié à la politique. Et bah du coup, hop, pas normalement en Indonésie, pour être naturalisé, faut vivre sur le territoire 5 ans. Les gars, ils ont jamais foutu le pied en Indonésie, ils sont naturalisés. Sachant que dans les pays comme le Vietnam ou Singapour, pas de passe-droit. Hein. Vietnamien, si tu vis pas sur le territoire, même si tu as des origines, n'aura pas, pas la nationalité. Il n'y a qu'à voir l'ancienne queville Jason Pendant, il attend toujours ses naturalisations. Bref, ça encore c'est un autre débat, on a envie de dire, les autres pays ont qu'à faire pareil. Mais bon. Mais au final, si cette équipe, elle performait avec que des joueurs naturalisés, du moins originaires d'Indonésie, on se dirait, allez, soit, c'est que sur le moment, dans 10 ans, il y aura des joueurs locaux, ça sera mieux, ça sera très bien, et c'est les bases d'un futur serein. Pourquoi pas? Moi personnellement, je suis pas anti-naturalisation, au contraire, j'aime bien voir les nations travailler intelligemment, parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'Indonésie, enfin, du moins en 2022-2023, les naturalisations étaient très intelligentes, c'est un fait, c'est factuel. En 2024-2025, il n'y a plus aucune once d'intelligence si on naturalise tout le monde. Mais je passe encore. Mais là, cet hiver, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu? Shin Tae-yong, qui était l'artisan de tout ce qui a été bien fait en Indonésie, un joueur qui a été parfaitement capable d'intégrer les, euh, les, joueurs, les joueurs naturalisés, de les intégrer au groupe, qui nous a quand même sorti une qualification en huitième de finale d'Asian Cup avec le plus jeune effectif de la compétition, qui a lancé vraiment véritablement des joueurs très 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 bons qui dans le futur apporteront forcément quelque chose à l'Indonésie. Mais c'est lui qui a fait confiance à Rizky Rido, c'est lui qui a fait confiance vraiment à Marcelino Ferdinand, c'est lui qui a fait confiance à Ramadan Sananta. Voilà, c'est Hernando Hari aussi. Il a quand même passé Hernando Hari devant tout le monde. Le gamin, il jouait même pas à Persib, il était déjà passé devant Nadeo Argawinata dans la sélection. C'était un pari, finalement, c'est payé parce qu'Hernando Hari, il a fait de très bonnes choses. Voilà, donc Shin Tae-yong, il a vraiment fait une Indonésie excellente. Il gérait les U23 aussi, donc ça lui permettait d'intégrer directement les jeunes. Il supervisait les U20, il les entraînait jusqu'à 2023, puis après il a laissé sa place à d'autres coachs, notamment des coachs locaux, mais il supervisait encore les U20. Donc il avait vraiment cette vision d'ensemble sur le football indonésien et c'était un très très bon coach aussi. Peut-être pas le meilleur tactiquement, mais qui savait parler à ses joueurs, qui savait les motiver, qui y avait une vraie cohérence dans le vestiaire et tout le monde. Et là, Shin Tae-yong, pour quelques résultats plutôt moyens mais sans plus, viré. Eric Thohir l'a viré pour mettre qui à la place? Patrick Kluivert. Très peu d'expérience, le peu qu'il y a eu était pas bonne, vraiment pas bonne. Il arrive en Indonésie, pareil, il a jamais foutu un pied, encore un Néerlandais. Et, euh, et bah, on a vu aujourd'hui, ce premier match 5-1. Face à un Australie qui titularisait une attaque avec Adam Taggart, Martin Boyle et le jeune Nishan Velupillay. Et tu t'en prends 5. Ça part bien. Ça part très très bien. Et voilà, aujourd'hui, les défenseurs naturalisés, Kevin Dix, il était nul. C'est lui qui marque le CSC sur le premier but. Itzes, aussi bon soit-il en club, il a jamais sorti de performance parfaite en sélection, loin de là. Missilgers, il a fait ce qu'il a pu, c'est pas un mauvais défenseur non plus du tout, mais ça va pas. À gauche, là, le jeune James, cataclysmique, absolument cataclysmique. Et t'as des joueurs, Rizky Rido, ça fait 3 ans qu'il est en sélection, ça fait 3 ans, il a fait quelques erreurs, il avait 22 ans.
Il fait une saison excellente du côté du Persija Jakarta. Sur le banc, il rentre à la fin. Bah, il avait déjà il a déjà pris 4 buts. J'ai envie de te dire, c'est un peu tard pour garçon. Les gardiens, tu fais venir. Alors, Martin Pace, c'est pas un mauvais gardien qui vient de Dallas. T'as Hernando Ari en doubleur, je dis pourquoi pas. Et là, tu fais venir Emilio Dero. Alors, peut-être un très bon gardien, je connais pas le football italien. Mais ça, c'est vraiment la naturalisation. Ah, tiens, il est d'origine indonésienne, vite, on le signe, et on ne sait pas pourquoi. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, même avec des joueurs qui pourtant montraient de l'envie avant, il n'y a aucune envie sur le terrain. Les gars, ils sont là, c'est le Club Med. Tiens, avec un peu de chance, ça vient d'Indonésie. On ira faire un tour à Bali. On ira faire un selfie dans Jakarta. C'est très joli, Jakarta. Yogyakarta, c'est magnifique. Voilà, c'est super. On a les fans qui nous soutiennent. Voilà. Mais alors, sur le terrain, doucement. Hein. Doucement les efforts. Voilà. Quand tu vois à côté le petit Marcelo Ferdinand, il joue jamais en club. Et pourtant, chaque sélection, chaque match, il court, il donne tout. Et quand tu vois à côté les gars qui sont avec lui, putain, mais c'est. Voilà. Et tous les joueurs un peu besogneux que tu avais pris à l'époque, Ivar Jenner, Justin Hobner et compagnie, ils jouent pas. Et ça, c'est chez Léa. Chez le U23, c'est pas bien mieux. Là, ça commence à aller chercher des très jeunes Néerlandais qui savent déjà qu'ils joueront pas avec les Pays-Bas parce qu'ils sont pas bons. Je pense à Jens Raven, par exemple. Lui, il sait déjà qu'il a pas le niveau pour les Pays-Bas. Alors moi, je me demande même s'il a déjà le niveau pour jouer Jarakourasso. Le gars est catastrophique. Avec un ballon, chaque pas avec un ballon dans les pieds, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et il passe devant ma hiérarchie. Il passe devant Mohamed Ragil, il passe devant Arhan Keka, il passe devant Ramadan Sananta. Tous ces jeunes-là qui, pour le coup, les buteurs indonésiens ont une génération quand même pas dégueulasse du tout par rapport à ce qu'on a vu. Et pourtant, non, on va mettre un Irlandais d'un mètre 90, un contrôle de balle pour lui, c'est impossible. Mais vas-y, les grands, on va lui mettre des ballons dessus, avec un peu de chance, ça rebondira, ça rentrera dans les cages, mais on s'en fout, il est néerlandais, donc tout va bien. Et bah, voilà. Globalement, là, avec cette Indonésie-là, on a l'exemple de ce qu'a pu faire les Philippines, quelque part. C'est-à-dire que au début de naturalisation, c'était très bien. Niels Ridge, c'était très bien. Comment il s'appelle Reichelt, c'était très bien. Et puis on a commencé à rajouter, à accumuler. Et bah, au bout d'un moment, c'est plus bien du tout. Et là, Eric Thohir, s'il n'y a pas de qualification, du moins si l'Indonésie finit pas dans les 4 premières équipes de son groupe, donc sachant que les places 3e et 4e, ça ramène vers d'autres phases de groupe pour les dernières qualifications à la Coupe du Monde, va falloir rendre quelques comptes quand même. Parce que là, même les fans qui sont quand même assez, on va dire, délus sur les naturalisations, qui, on va dire, se voilent un peu la face par rapport aux problèmes que ça soulève, même les fans ils vont commencer à se plaindre un peu quand même. Tu peux pas prendre 5-1 face au pire Australie depuis 15 ans et te dire oh tout va bien. Un Australie qui sortait quand même de 3 matchs nuls, dont un face au Bahreïn. Tiens d'ailleurs c'est qui d'ailleurs le prochain adversaire des Philippines, là, de l'Indonésie qu'on rigole. Oh, oh bah c'est Bahreïn. Eh bah on va rigoler parce que là, Bahreïn, ils sont pas trop mal en ce moment. Bon, ils ont pris 2-0 par le Japon, mais ils sont en concurrence pour y aller. Et là, perdre le match contre Bahreïn, bon, tu peux dire adieu au calife, hein, tu peux voilà, enfin, rentrer chez toi et tout, parce que les derniers matchs. C'est Chine et Japon. Alors, si t'arrives pas à battre Bahreïn, si t'arrives pas à battre l'Australie, t'iras difficilement battre la Chine et t'iras jamais battre le Japon. Parce que même si le Japon met l'équipe C, ils vont le gagner le match quand même. Il y a quand même une petite rivalité entre ces deux sélections qui se font rivalité. Surtout côté indonésien pour le Japon. Mais bon, le Japon, ils aimeraient bien quand même taper un pays d'Asie du Sud-Est. Hein, ça ferait plaisir. Du coup, t'as intérêt de gagner face au Bahreïn. Sinon, bah c'est cuit, tu peux rentrer chez toi et puis voilà. Voilà. Bref. Bon, bah je pense que je vais m'arrêter là. Vidéo, à la base, je voulais la faire très courte, finalement, elle risque d'être un peu longue. J'espère que ça vous aura plu. À vrai dire, je comptais pas faire quelque chose de très très beau, très intéressant. Ça se trouve, ça sera nullissime, vous pouvez me le dire, franchement, c'est avec plaisir. Mais ça me fait plaisir de revenir un peu comme ça sur YouTube, avec des vidéos de ce format. Vous me dites si ça vous plaît, je vous en referai. Voilà. Euh,
je vais avoir un bon moment de montage là parce que j'ai beaucoup bafouillé, parce que bah, j'ai pas de texte et moi sans texte c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà. On se retrouve sûrement la semaine prochaine. En fin de semaine prochaine, je vous ferai du coup le bilan de ces phases de qualification, là, de cette trêve internationale, j'ai envie de dire plutôt. Parce que, comme la dernière fois, ça vous avait bien plu, moi ça m'avait bien plu à faire. Donc je reparlerai peut-être de l'Indonésie. Peut-être que le prochain match me fera fermer ma gueule et ils auront sorti une masterclass contre le Bahreïn. J'en doute parce que là quand même, je remets beaucoup en question. Déjà, rien que le choix de l'entraîneur, moi je vois pas où ça nous mène, mais bref. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé, du coup. Donc on se retrouve la semaine prochaine, peut-être un peu avant, si j'ai une idée de short à sortir, je vous sortirai peut-être. Et puis voilà, salut.